Tu fais une pile de papier machine juste la hauteur de la tour Eiffel. Tu prends la dernière feuille, ça c'est nous. Et les arbres, ils sont presque en bas. Donc ils sont beaucoup plus expérimentés que nous. Moi je crois qu'ils sont plus intelligents que nous. D'ailleurs ils nous survivront sans aucun doute. Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour déployer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Francis Allais, c'est « L'intelligence des arbres peut-elle sauver l'humanité ?» Alors c'est parti. Avant d'égrener ton CV, on a une question assez personnelle, mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, je vais la tenter quand même. Francis, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète? Mais non. D'accord. Attends, je ne fais pas pipi sous la douche. Là, sauver la planète, à ce moment-là, je m'en fous un peu. Voilà. Parce que la planète sera toujours là et que... Bon, elle en a rien à foutre de mes comportements personnels. On est d'accord. Alors, bon, maintenant qu'on connaît ce détail très original sur toi, une petite présentation plus formelle. Donc tu es docteur en biologie, diplômé de la Sorbonne et docteur en botanique. On s'en fout, ça fait très longtemps. Oh, mais on le dit quand même. Tu es également diplômé de l'université d'Abidjan, même si on s'en fout, et ancien professeur de botanique à l'université de Montpellier, où nous sommes aujourd'hui. Tu es spécialisé en écologie des forêts tropicales humides, et tu as notamment beaucoup étudié les forêts primaires. Donc j'ai vu que tu l'avais fait en Côte d'Ivoire, au Congo, en Indonésie. Et tu es aussi spécialiste qu'amoureux des arbres, des plantes, et de la nature de manière générale, je pense. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné à ton sujet dont on ne s'en fout pas, du coup, qu'on pourrait préciser? J'adore la voile. D'accord. Je fais de la voile autant que je peux. Bah, génial, ça fait une petite anecdote bonus qui fait plaisir, je pense, aux auditeurs. Alors, on va commencer direct dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises 3 choses incroyables qu'on devrait tous connaître à propos des arbres ou des plantes, parce que j'ai été vraiment subjugué par beaucoup de tes interventions. Bon, c'est peut-être un peu basique, mais ce sont des êtres vivants. Je m'aperçois que j'ai beaucoup de contemporains qui n'ont pas assimilé cette idée-là. Ça ne bouge pas, ça ne parle pas, donc ça ne paraît pas vivant à beaucoup d'êtres humains. Première chose. Deuxième chose, un arbre ne peut pas vivre seul. Il ne peut vivre que s'il est en symbiose avec des champignons du sol. Ça, c'est absolument fondamental et très peu connu. Pas de champignons dans le sol, pas d'arbres. Voilà, mais ils se débrouillent pour les trouver. D'ailleurs, les champignons, ça arrive par milliards de spores dans le vent, donc bon, tu vois que ça ne va pas être long pour qu'ils trouvent son symbiote. Quel volume de champignons un arbre a besoin d'avoir pour vivre? Oh non, mais attends, il suffit qu'il trouve ne serait-ce qu'un petit fragment du symbiote dont il a besoin. Parce que les champignons, ça pousse extrêmement vite. Et un champignon couvrirait facilement toute cette pelouse. D'accord. En quelques jours, c'est très très rapide. Donc c'est des fils. C'est des filaments, mais visibles à l'œil nu tout de même. D'accord. Les arbres sont connectés entre eux par ces champignons, oui. Ils communiquent grâce aux champignons. Alors, certains le font, je ne veux pas généraliser non plus, hein, mais enfin on a des évidences de communication et même d'entraide par l'intermédiaire des champignons. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces champignons sont très grands, comme je l'ai dit, donc ils peuvent être en symbiose avec des arbres d'espèces différentes. Et on en est maintenant à constater que des arbres d'espèces différentes communiquent. C'est l'Internet du sol. Non, c'est bien mieux que ça. Mon Internet, il me laisse toujours dans la merde, tandis que là, ça marche très bien. Il y a un meilleur débit. Bien meilleur. Et une troisième, du coup, peut-être, information ou chose utile à savoir sur les arbres? Qu'il y en a dans le monde entier. Les plus grands et les plus nombreux en termes d'espèces, c'est sous l'équateur. Puis si tu t'écartes vers le nord ou vers le sud, ça diminue. Mais des arbres, il y en a pas jusqu'au pôle, bien sûr, mais ça peut dépasser le cercle polaire. Alors évidemment, ils sont de plus en plus petits, et à la fin, ils sont quasiment souterrains. Ah oui, d'accord. Mais c'est toujours des arbres. Il y a un truc qui, moi, m'a parlé, c'est que les arbres, ils sont coincés dans un espace restreint, avec un stock de ressources limité, et ils s'en sortent très bien comme ça depuis 300 millions d'années. Nous, on vient de se rendre compte, les humains,
qu'en fait on est dans la même situation, mais on ne sait pas du tout gérer ça. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des arbres à ce sujet? Parce que 300 millions d'années, c'est quand même long, c'est quand même bien joué de leur part. Ben, tu as compris qu'ils sont beaucoup plus anciens que nous. Et nous, on débarque, les tout derniers, c'est nous. Une bonne image que j'ai acquise il n'y a pas longtemps. Tu fais une pile de papier machine, juste la hauteur de la tour Eiffel. Tu prends la dernière feuille, ça c'est nous. Et les arbres, ils sont presque en bas. Donc ils sont beaucoup plus expérimentés que nous. Moi, je crois qu'ils sont plus intelligents que nous. D'ailleurs, ils nous survivront sans aucun doute. Comment tu définis l'intelligence, alors, juste pour qu'on mette dans le contexte? C'est pas facile, parce que quand je parle de l'intelligence des arbres, c'est pas la nôtre. Mais enfin, c'est une intelligence. Comment je la définis? J'ai travaillé la question avec un collègue canadien il n'y a pas très longtemps. Est intelligent tout être vivant qui arrive à résoudre les problèmes qu'il rencontre au cours de son existence. Et ces problèmes, ça peut être la survie ou le bien-être. Ça repose sur deux fondements, savoir apprendre et savoir garder en mémoire ce qu'on a appris pour pouvoir le réutiliser ensuite. Voilà. Alors, ça n'exclut pas l'être humain, mais il est intelligent aussi. Mais ça laisse de la place à tous les êtres vivants intelligents qui sont pratiquement, presque tous les êtres vivants. Quand tu vois un arbre vivant, ça prouve qu'il a surmonté tous les problèmes qu'il a rencontrés au cours de son existence. Voilà. Alors, on peut trouver que c'est des problèmes mineurs et pas très importants, mais pour l'arbre, c'en était, oui, oui. Sa plantule aurait pu se faire bouffer par un rat, ou un coup de vent en dessus aurait pu le faire tomber. Enfin bref, il n'arrête pas de rencontrer des problèmes. Un des problèmes qu'on a, par exemple, mais il y en a plein, on produit des déchets. Nous, on n'est pas dans le tout se transforme. Nous, on est dans tout est pourri et on ne sait pas quoi en faire. Les arbres, ils n'ont pas ce problème-là. Ça fait 300 millions d'années. S'ils produisaient des déchets, il y a un moment que ça serait une sacrée décharge, la planète. Ils en produisent. D'accord. Mais comment ils les gèrent alors, par exemple? Eh bien, ils les utilisent. Attends, je ne sais pas si tu parles de nos excréments. Non, ça dépend. Les déchets de manière générale. Mais commençons par nos excréments. Allez. Parce que c'est les premiers déchets que nous fabriquons. Bon, nous, on ne sait pas quoi en faire, on s'en écarte, on ne veut pas les voir, c'est un peu honteux, etc. L'arbre, il a aussi des excréments, mais le terme n'est pas très bon. On devrait dire des incréments, parce que ça lui sert à grandir. Il utilise ça pour la suite de son existence. Ils sont plus malins que nous. Hein. Alors, il gère bien ses déchets, et en plus, ils collaborent. Ça fait déjà deux choses intéressantes qu'on comprend sur les arbres. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ils collaborent entre eux. Ouais. Ouais. Et ils collaborent aussi avec les animaux, les autres êtres vivants, non? Ouais, ils les roulent dans la farine. D'accord. Attends, oui, c'est important ça. L'arbre produit une fleur. Et elle est belle, elle sent bon, elle est agréable à regarder, donc ça attire des insectes. Papillons, abeilles c'est fini, il n'y en a plus, mais des papillons, oui. Qu'est-ce qu'il vient faire le papillon? Il vient se nourrir. Il sait qu'il y a un nectar très riche en énergie dans la fleur. Bon, il se trouve que par hasard, en suçant le nectar, il emmène des grains de pollen. Mais ce n'était pas son objectif. Ensuite, il va sur une autre fleur. Comme il aime bien, il va sur une autre fleur de la même espèce. Il recommence et il pollinise cette seconde fleur. Mais personne ne me fera croire que le but du papillon, c'est de polliniser la fleur. Moi, je prétends qu'il n'en a rien à foutre, il vient manger. Bon, quoi qu'il en soit, la fécondation, elle a lieu. Ensuite, il y a des fruits. Le fruit, au début, il n'est pas intéressant pour les animaux, il est vert, mais quand il devient mûr et qu'il commence à répandre des odeurs délicieuses, ça attire à nouveau des animaux. C'est un message à l'attention des animaux. Des animaux plus lourds que les précédents, ça serait des oiseaux ici, et si on est dans les tropiques, c'est des singes, par exemple. Ils mangent le fruit. Bon, ils avalent les graines, et donc dans leurs excréments à eux, ils vont répandre la plante dans tout le paysage. Ok, mais là aussi, ils ne sont pas venus disséminer la plante, n'est-ce pas? Ils sont venus manger. Les animaux, c'est assez basique pour ça. Nous aussi, d'ailleurs. Donc voilà la plante qui fait faire aux animaux deux choses qui sont
essentiel pour elles, mais à l'insu des animaux. Ça s'appelle de la manipulation. Donc c'est plus intelligent de manipuler des êtres intelligents. C'est ça qui me frappe sur le plan philosophique. Voilà un être vivant qui n'a pas de cerveau et qui manipule des êtres vivants qui ont un cerveau. Donc là, ça place tout de suite le curseur de l'intelligence aussi. C'est vrai. Mais on l'a toujours mis, c'est toujours nous qui l'avons placé, le curseur de l'intelligence. Il va falloir laisser tomber ça. Moi, je suis prêt à soutenir que les plantes sont plus intelligentes que nous. Ça te convient si j'explique ça? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, écoute, il y a 2 points essentiels. Ils règlent leur démographie. Il n'y a jamais d'excès d'arbres dans une forêt. Si on a trop, ben, il y en a qui vont mourir. Et la répartition finale, elle est optimale. Nous, on est incapable de faire ça. Il y a déjà trop de monde sur la planète, mais personne ne s'intéresse à la démographie. Les Chinois l'ont fait un peu, mais je crois que ça ne s'est pas très bien passé. La croissance a gagné. Absolument. Je ne connais aucun politique qui attaque de front le problème de la surpopulation ou même du contrôle de la démographie terrestre. Bon, les plantes le font. Mais il y a bien pire que ça. Comment elles le font juste? Comment elles gèrent cette démographie alors? De manière très... alors il y a des... C'est pas très moral, hein. Je propose pas ça comme solution pour l'être humain. Mais il y a ils ont tous des génomes différents. Hein. Eh bien, il y a des génomes qui sont plus doués que les autres, qui sont plus efficaces. Et ceux qui ne sont pas efficaces, ils disparaissent. Ils ne sont pas tués, mais ils disparaissent. Voilà. Ils ne se renouvellent pas. Dans la compétition, ils perdent. Qu'est-ce qu'elles font les plantes? Ça, c'est plus seulement les arbres, c'est les plantes en général. Elles n'arrêtent pas d'améliorer leur environnement. Elles améliorent la partie aérienne parce qu'elles prennent le gaz carbonique excédentaire et elles rejettent de l'oxygène, ce qui nous arrange bien. Mais elles améliorent aussi la partie souterraine. Si on a un sol très mauvais, très pauvre, le mieux qu'on puisse faire, c'est de planter des arbres. Il y a des arbres qui poussent très très bien sur des sols pauvres. Et bien, très rapidement, la vie revient dans le sol, et les meilleurs sols qu'on puisse trouver, c'est sous les très vieux arbres, dans les forêts primaires. Bon, donc ils améliorent leur environnement, et nous dégueulassons le nôtre. Moi, sur le long terme, je parierais sur les plantes, pas sur l'être humain. Ça, c'est fascinant. J'aime beaucoup cette vision, mais je partage. S'il y a des fissures, il faut me le dire, mais moi je le sens comme ça. Non, mais complètement. Et ben, ça me fait rebondir, parce que nous, on s'intéresse beaucoup au climat avec Time for the Planet, qui est une des problématiques, un des symptômes. On nous parle de planter des milliards d'arbres. Donc tu viens de dire que planter des arbres, c'est une super solution pour régénérer des sols. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette dynamique actuelle où on plante des arbres partout, c'est la solution, il faut planter? En gros, je suis d'accord. Planter des arbres, c'est mieux que d'en couper. Ah oui. Bon, mais attention, parce qu'on peut aussi faire de grosses erreurs en plantant des arbres. Si on plante des arbres tous de la même espèce, si on fait des plantations monospécifiques, ça c'est une grave erreur, parce que la biodiversité, elle n'existe pratiquement pas là-dedans. Alors attends, je ne suis pas contre les plantations, hein. On en a besoin. Si on veut du bois ou du papier, il nous faut des plantations. Ça évite de piquer dans les forêts. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est quand on nous dit une plantation, c'est pareil qu'une forêt. Les gens de la filière bois, tu vois, ils me disent, mais de quoi tu te plains? On a coupé des arbres, mais on en remet d'autres, qui poussent très vite. Eh ben non, une plantation, c'est pas une forêt. Parce que c'est fait pour être exploité. Dès le départ, on sait que ça va être exploité. Donc, tous les ions minéraux que l'arbre a sortis du sol et qu'il a mis dans son tronc, ça va sortir de la parcelle. Si on fait 3 ou 4 rotations comme ça appauvrit terriblement le sol. Donc, voilà, les plantations, ça peut être utile, mais c'est moche, de mon point de vue. Et surtout, c'est contre la biodiversité, c'est pas une bonne solution. C'est surtout pas une forêt, voilà. Et puis c'est pas une façon finalement de résoudre le problème à la base, à la racine pour le coup. Le problème du CO2? Alors du CO2, mais même nos problèmes de manière générale, nos problèmes de déchets, notre problème d'habitabilité du monde. Finalement, on ne va pas les patcher en plantant des forêts. Habiter dans une plantation, je souhaite à personne. En effet. Alors il y a un autre truc qui m'a intéressé, moi, c'est que les arbres sont décentralisés. Donc on l'a dit tout à l'heure, donc ils n'ont pas d'organes de contrôle, ils n'ont pas de cerveau. Oui, Leur intelligence, elle est partout, elle est nulle part à la fois, ça c'est un Témo.
et notamment dans chaque cellule. Et ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que si on prend juste une cellule d'un arbre, on est capable de recréer l'arbre. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'est pas seulement les arbres, ça c'est les plantes en général. D'accord. Tu prends une cellule vivante sur une plante, quelle qu'elle soit, tu la mets sur un milieu de culture adapté, on sait très bien faire ça, ça fait une culture de tissu de ce type de cellule, mais tout d'un coup la plante reparaît. La plante complète, totale, intacte enfin. Ça veut dire que dans la cellule qui a été prélevée, il y a tout ce qu'il faut pour faire la plante en entier. C'est ce qu'on appelle c'est un terme technique, la totipotence cellulaire des plantes. Des plantes, pas des animaux. On peut prendre une cellule vivante sur un être humain ou un animal, on la met sur un milieu adapté, pas de problème, ça fait une culture de tissu de ce type de cellule. Mais ça, c'est stable. Cette culture, on peut la couper, l'envoyer à l'autre bout du monde, à des Japonais, à des Californiens. Ça restera toujours une culture de tissu de ce type de cellule. Jamais on ne verra apparaître un homme. Ça veut dire que dans la cellule humaine ou animale, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Voilà. Ça, c'est incroyable en termes de résilience, notamment. C'est vrai. J'aime bien ton langage parce que c'est fou, c'est dingue, c'est incroyable. Mais il faut s'y mettre. Je suis qu'un pauvre humain, mais je suis bien Et conscient. moi aussi. Alors, est-ce qu'on devrait s'inspirer un peu face aux crises majeures qu'on traverse parce qu'on n'a pas vraiment le sentiment que nos modèles actuels soient très performants. Là, les arbres, ils ont plein de secrets à nous transmettre, c'est ce qu'on se dit, sur la résilience notamment. Comment est-ce qu'on peut s'en inspirer? Alors là, il y a un mot qui résume tout, c'est décentralisation. Mais enfin, on ne peut pas se modifier nous-mêmes, hein, mais on est des organismes centralisés. Beaucoup d'organes, une centaine d'organes, bien individualisés, chaque organe a sa fonction. Alors ça marche, bon. Mais l'ennui, c'est que parmi tous ces organes, il y a des organes vitaux. Le cœur, le cerveau, des organes qui ne sont pas forcément très gros. Le cœur, c'est pas énorme. Mais s'il n'y a plus de cœur, c'est terminé. Les plantes n'ont que 3 organes. Tige, racine, feuille. Bon, chacun sont en très grand nombre. Mais n'empêche qu'il n'y en a que 3. Et aucun n'est vital. C'est ça la décentralisation. Alors ils ont autant de fonctions que nous, mais elles sont décentralisées jusqu'au niveau cellulaire. La respiration, par exemple, c'est au niveau cellulaire. La perception de la lumière, c'est les phytochromes au niveau cellulaire. Et même le son, parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui entendent très bien, c'est pas exactement localisé, mais ce sont des capteurs sonores de niveau cellulaire. Tout est de niveau cellulaire. Elles entendent. Ça, c'est incroyable. C'est pas incroyable, pardon. Elles entendent, du coup, les plantes? Bien sûr, oui. Attends, il y a une plante qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs, Desmodium gyrans, de Chine tropicale. Tu fais du bruit comme ça et les feuilles bougent. C'est comme ça. Et nous, le problème, c'est que comme biologiquement, on n'est pas décentralisé, si on attend qu'on mute, ça va être trop long pour résoudre nos problèmes. Comment est-ce qu'on peut décentraliser nos sociétés, peut-être s'inspirer des arbres, s'organiser, je ne sais pas, autrement? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi Oui. Je sais par exemple que le succès de l'Internet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin, c'est évidemment un très grand succès, c'est lié à la décentralisation. C'est pas centralisé Internet. Tu peux avoir des problèmes chez toi, mais bon, les voisins, ça continue. Et voilà, c'est typiquement un système décentralisé et c'est ce qui explique le succès de ça. Alors, la décentralisation, ça c'est une bonne entreprise dans tout ce que fait l'être humain. Mais il y a des politiciens qui commencent à s'intéresser à ça. Mais la France, c'est un pays terriblement centralisé. Quand je veux aller de Montpellier à Bordeaux, j'ai plus vite fait de passer par Paris. On n'est pas décentralisé, voilà. Donc la décentralisation, une des inspirations principales, selon toi, pour nous, pour trouver des façons d'être résilients. J'ai aussi lu que les arbres sécrètent leur propre poussière pour ensemencer l'air et permettre à l'atmosphère, à l'eau qui est dans l'atmosphère, de tomber. C'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas généraliser trop vite. Ça a été démontré en Amazonie, autour de Manaus. Il pleut énormément. 2 jours sans pluie dans les forêts de Manaus,
c'est vraiment rare. Et l'ennui, c'est que les plantes résistent très mal à la sécheresse, bien sûr. S'il y a 3 jours sans pluie, c'est la catastrophe. Les feuilles sont toutes fanées. Eh bien, à ce moment-là, les arbres sont capables d'appeler la pluie. Je n'appellerai pas ça des poussières, mais ils émettent dans l'atmosphère des molécules volatiles. Une biochimie très compliquée, parce que chaque espèce d'arbre a sa propre molécule volatile. Ça sert de germe à l'humidité atmosphérique pour faire des gouttes d'eau. S'il n'y a pas de germes, en haute mer par exemple, il n'y a pas de germes, mais il pleut très peu. Voilà, mais alors quand il y a ces germes, les gouttes d'eau, les molécules d'eau s'agglomèrent autour et ça fait une goutte. Les arbres sont capables de réguler la pluie qu'ils reçoivent. Et donc ça veut dire que le climat est quand même très lié à la végétation de manière générale. Oui, c'est lié dans les deux sens. Attends, j'ai une information qui me paraît importante. Quand l'être humain est arrivé en Europe, au néolithique, il y avait une forêt primaire depuis la Bretagne jusqu'à la Russie et même après. Eh bien, une des raisons pour avoir défriché tout ça, c'était dans le but qu'il pleuve moins. Les moines défricheurs au Moyen-Âge, ils assainissaient le climat en coupant les forêts. De fait, ça a marché, il pleut beaucoup moins maintenant. Et donc on avait conscience de ça. D'un lien entre les deux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on n'en a plus conscience, hein, honnêtement. Ouais, je sais bien. Enfin, si, les bons forestiers, ils savent très bien que si on déboise trop une région de France, on va diminuer le nombre de jours de pluie. Et donc aujourd'hui, on est face à un réchauffement climatique, un assèchement des sols. Donc déboiser, c'est une connerie énorme sur ces zones-là. De toute façon, c'en est une. Mais c'est vrai que c'est une lutte contre le climat dans ce qu'il a de favorable. Ça va diminuer les possibilités climatiques. Ouais. Donc on aggrave notre cas. C'est ça. Mais on n'arrête pas, c'est ce que je dis. Alors que les plantes, elles n'arrêtent pas d'améliorer leur sort. Et du coup, moi je trouve que cet entretien, il m'amène à l'altérité. Apprendre à s'intéresser aux autres qui ne nous ressemblent pas forcément. C'est peut-être une grande leçon aussi, ça. Ah, sans aucun doute, oui. Ouais. Et c'est le moment de l'apprendre, là. Ou alors on va se planter. Rien que le terme de planter, tu as remarqué que des choses qui marchent très mal dans l'être humain, par exemple un malade en phase terminale, on appelle ça un légume. C'est vrai, oui. Et donc on a un certain mépris pour les plantes. Eh bien, on ferait mieux d'y réfléchir et de leur emprunter ce qu'on pourrait trouver de bon en elles. Et comment on fait ça maintenant qu'on est 8 milliards, qu'on est dans des villes, que les gens ne savent même plus à quoi ça ressemble une forêt? La plupart sortent peu des villes. Comment on fait ça? Parce que là, il y a un peu une équation difficile à résoudre quand même. Ben, c'est pour ça que une des fonctions de base des médias comme le tien, ça serait de réveiller les gens et de leur dire, voilà, vous regardez le nombril en permanence, eh bien, il faudrait sortir un peu de l'être humain et regarder ce qui vous entoure et comprendre que ces choses-là, c'est plus utile à la planète que nous, bien sûr. Donc il faut les respecter. En plus, c'est joli. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est apaisant, on peut en parler, on en parlait en off tout à l'heure, mais donc les fameux phytoncides, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour que les gens comprennent ce que c'est? Parce que c'est assez fascinant. Attends, il est sorti il y a 2 ans, un bouquin qui s'appelle Shirin-yoku. Ils ont gardé le titre japonais. Ça veut dire bain de forêt, promenade en forêt. Les Japonais ont montré, on le savait avant eux, qu'une balade en forêt, ça fait du bien. Donc, ce qu'ils ont fait, qui est tout de même très positif, c'est qu'ils ont expliqué sur le plan médical qu'est-ce qui nous faisait du bien et quelles étaient les molécules responsables de ce bien-être, notamment les phytoncides. C'est émis par les arbres et c'est, pour le dire vite, un antibiotique mêlé à un parfum. Voilà. Donc ça fait du bien. Donc les arbres nous entretiennent. Ils nous sécrètent des molécules qui nous font du bien. Oui, attends, on le savait avant les Japonais, ça. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est d'identifier ces molécules et de savoir sur lequel de nos organes ça agit. Diminution des hormones de stress, régulation du rythme cardiaque. Bref, ça nous fait du bien. Mais maintenant, nous savons pourquoi et comment.
Ça me paraît être une raison de plus de les... C'est une bonne raison celle-là, normalement elle devrait fonctionner. Mais oui, mais qui est-ce qui a lu Shirin-yoku? C'est très bien écrit, c'est traduit en français, hein, c'est traduit du japonais, c'est un livre magnifique. Les Japonais nous disent que ce bien-être, il est là pour un mois. D'accord. Après une balade en forêt. Donc si tu en fais une par mois, ça te maintient en bonne forme. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, c'est mieux que le Doliprane, hein, cette histoire. Bien sûr. Alors, je vous ai souvent entendu parler des modèles de croissance des arbres, parce qu'ils ont un modèle assez spécial, ils grandissent en se fossilisant par le centre, il faudra nous expliquer. Mais ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est un grand débat, ça, la croissance. Pareil, dans notre société. Alors, est-ce que les arbres ont une croissance infinie? Et qu'est-ce qu'on a à apprendre de la manière dont ils grandissent, selon toi? D'abord, ils n'ont pas une croissance infinie, ça ne devient pas infini un arbre. La limite en hauteur, c'est que la sève puisse atteindre les bourgeons les plus hauts. Tant que c'est possible, ils grandissent. Mais il y a un moment où ça ne pourra plus marcher. Alors, ils ont des modèles de croissance, en effet. Il suffit de regarder d'un peu près cet arbre-là et un pin. Eh ben, il faudrait être vraiment miro pour ne pas comprendre que ça ne pousse pas de la même façon. Et si je prends le tilleul qui est là, c'est encore une troisième façon. Alors, on a 24 stratégies différentes de croissance pour les arbres, voilà. Pour les plantes, pardon. C'est pas énorme, c'est les mêmes dans le monde entier, sauf qu'il y en a plus près de l'équateur et ici il y en a nettement moins. Et si tu vas encore plus au nord, il y en aura presque plus. C'est quoi des stratégies différentes de croissance alors, pour qu'on comprenne bien concrètement? Tu vois un palmier, oui, un tronc et des feuilles, c'est tout. Ça, c'est la stratégie de croissance la plus simple. Bon, un tronc qui émet des groupes de branches comme ça, ben c'est le pin que tu as au-dessus de toi. Ça fait deux. Ils ne sont pas pareils que des palmiers. Observer, comprendre et dessiner les arbres, ben ça demande du temps. Et on est dans un monde qui va toujours plus vite. Ça m'énerve, ça. Ah ben moi aussi. Et du coup, est-ce que... J'ai plaisir à me poser devant un arbre et à passer une demi-journée, voire une journée, à comprendre l'architecture de cet arbre. Peut-être que je perds mon temps, mais j'en ai rien à foutre. C'est ça qui m'intéresse. Je déteste cette espèce de course en permanence là, qu'on nous inflige. Alors voilà, on nous met la 5G parce qu'il paraît que ça va plus vite que la 4G. On attend déjà la 6G. Mais c'est quoi cette cavalcade? Et pourquoi on fait ça? On ne nous explique pas pourquoi c'est mieux que d'aller lentement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les choses vraiment importantes, vraiment durables, c'est fondé sur le temps long. Et c'est un sentiment que l'Europe avait dans le temps. Quand on construisait les cathédrales gothiques, le gars qui mettait la première pierre, il savait très bien qu'il ne la verrait pas finie, il faudrait plusieurs générations. On travaillait sur le temps long. Et le résultat, il est magnifique, voilà. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout sur le temps long, on est d'accord. Un architecte qui ferait une maison pour... Attends, j'ai beaucoup d'admiration pour Nîmes ici. Il y a des monuments romains qui continuent à fonctionner, hein. Mais ils ont 2000 ans. Les architectes de cette époque-là, ils avaient le sens du temps long. Tandis que maintenant, un architecte, si la maison qu'il te fait dure 50 ans, il sera déjà content. C'est nul, c'est nul. Cette course à la vitesse, l'espèce de tyrannie de l'instant, je ne sympathise pas du tout. Ça nous met en danger, on est d'accord? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, bizarrement, c'est une perte de temps. C'est vrai. Et comment on remédie à ça? Alors pourquoi on s'est retrouvé dans cette course à la vitesse qui fait que d'accélérer et on sait pas C'est la comment révolution industrielle, ça. Nos ancêtres au XVIIIe, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Ils savaient travailler paisiblement. Je crois que vraiment la jonction, ça a été la révolution industrielle. D'ailleurs, il n'y avait pas de croissance avant. Finalement, la croissance économique vrai. est très récente. Oui, et maintenant, c'est un dogme. Alors que ça n'existait pas il y a 200 ans. Ben, j'en connais beaucoup qui doutent de ce dogme-là. Je sais. Bon, nous, on se bat pour lutter contre le dérèglement climatique. J'aimerais bien avoir ta vision à ce sujet précis et peut-être les enseignements que tu pourrais nous transmettre, en tout cas ce que tu as appris de ton parcours, que tu aurais envie de communiquer par rapport au sujet du dérèglement climatique. D'abord, je voudrais dire qu'il est indiscutable. Mais il n'est pas réparti équitablement sur toute la planète. Si tu veux le voir de façon évidente, il faut aller au niveau des pôles. Il faut aller au Groenland. Voilà. Tous
tous les ministres de l'écologie du monde entier, ils vont au Groenland parce que là, on voit reculer les glaciers, aussi la haute montagne, on voit aussi fondre les glaciers. Maintenant, si on est ici, 43 degrés de latitude, à basse altitude comme ici, ben, on sait qu'il a lieu ce dérèglement, mais enfin, quelqu'un qui en doute, il peut en douter facilement. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand tu vas au niveau de l'équateur, c'est là que je travaille généralement, il n'y a pas de changement. Les gens ne sont pas au courant, les journaux n'en parlent pas. Donc, ce n'est pas du tout une répartition équitable sur la planète, c'est les effets de ce changement. Ce n'est pas une solution, ce que je dis là, c'est une constatation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, essayer de... Bon, j'ai un projet de forêt primaire en Europe, ça vise notamment, à une échelle très réduite, hein, à remettre les choses dans un état d'avant ce bouleversement climatique. Ça ne suffira pas pour changer le climat, c'est évident, mais ça peut servir d'exemple. Et je pense qu'il y a pas mal de pays, suppose que mon expérience marche, il y a beaucoup de pays qui vont se dire, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que si chaque pays avait un morceau de forêt primaire, alors là, ça commencerait à avoir du sens sur le plan climatique. Moi, je crois que les arbres, c'est vraiment nos alliés dans cette lutte-là. Bon, il y a quelque chose d'ambigu, c'est que si on compte sur les arbres pour nous débarrasser des excès d'émissions toxiques, c'est un peu embêtant. Parce qu'il vaudrait mieux réduire ces émissions. Compter sur les arbres pour le faire, mes parents, ils appelaient ça « mettre la poussière sous les tapis ». Et c'est pas de la poussière sécrétée par les arbres, celle-là. Alors, justement, parle-nous de ton projet un peu, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais je pense que ça intéressera vraiment les auditeurs. Oui. Eh bien, écoute, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans des forêts primaires, tropicales. Il y en a encore pas mal. Hein. Et j'en suis... Pour moi, la forêt, c'est ça. C'est-à-dire une flore extrêmement riche et une faune complète depuis les plus petits animaux jusqu'aux plus gros. Une forêt normalement constituée, c'est ça. Bon, je reviens en Europe après avec mon épouse et mes enfants. Pas de forêt primaire, il n'y en a plus. Je ne veux pas être discourtois, mais les forêts qu'on a en France, enfin pas seulement la France, toute l'Europe de l'Ouest, c'est des forêts secondaires. C'est-à-dire que c'est moche. Ben non, mais on peut s'y attacher, on peut les aimer. Il y a quelques jours, j'étais dans la forêt de Tronchet, dans l'Allier. La Futaie-Colbert, c'est magnifique, je comprends qu'on s'y attache. Mais ceux qui s'attachent à nos forêts d'ici, c'est parce qu'ils n'ont pas vu la référence absolue en la matière, qui est la forêt primaire qui correspond. J'ai des phrases qui peuvent intéresser les gens. Les étudiants de Montpellier, ils m'ont dit ça un jour. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce qu'un grand champagne millésimé, servi frappé dans une haute coupe de cristal, est à un coca tiède dans un gobelet en carton. Un lendemain de soirée. Attends, mais il y en a une autre encore pire, si je puis dire, qui vient des États-Unis, James Balog, un collègue américain. La forêt primaire est à la forêt secondaire ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. Ah oui, celle-là, elle est violente. Mais non, mais il le pense, il l'argumente ensuite, James Balog. Alors, je trouve ça injuste. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'aurait que des mauvaises forêts secondaires, c'est-à-dire basses, beaucoup trop d'arbres, trop petits en hauteur et en diamètre, pas de canopée, c'est complètement percé de trous parce que c'est les arbres qu'on a retirés, très peu de biodiversité, même presque plus de grands animaux, ils ont été tués, le sol n'est pas très bon, enfin bref. C'est d'autant plus injuste que des pays comparables aux nôtres en termes d'activité économique ont gardé des forêts primaires et ils en sont super contents. Les États-Unis, la Russie, le Canada. La Pologne, ils ont une petite forêt là-bas. Alors ils ont une petite forêt, mais très très mal, ça se passe très mal, oui. J'ai perdu tout espoir que l'Europe puisse la sauver, cette forêt-là. Et je trouve que le gouvernement polonais, qui va avoir sur la conscience
d'avoir détruit la dernière forêt primaire de plaine en Europe, c'est pas brillant. Hein. Et donc toi, ton projet, c'est d'en reconstituer une, c'est ça? Alors je me dis, puisqu'on n'en a plus, mais on va en refaire une. Après tout, sur le plan technique, c'est pas compliqué du tout. Tu laisses faire les choses. Il faut rien retirer, surtout pas les arbres qui tombent, et rien ajouter, c'est-à-dire jamais rien planter. C'est totalement inutile de planter, les graines arrivent par milliers tout le temps, apportées par le vent, apportées par les oiseaux, les chauves-souris, etc. Bon, en laissant faire la nature, on s'achemine vers une forêt primaire. Et ça, c'est le top en matière d'écologie. Je n'imagine pas un système écologiquement plus performant qu'une forêt primaire. J'ajoute que c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. Je suis très sensible à la beauté de ces forêts. Attends, je voudrais épiloguer un peu là-dessus. Si je te dis que la biodiversité est plus forte en forêt primaire, c'est pas évident quand on y met les pieds. Il faudrait des inventaires très précis, groupe par groupe. Bon, si je te dis que le sol est plus riche en ions minéraux, c'est pareil, ça se voit pas. Tandis que si je te dis que cette forêt, elle est belle, c'est immédiatement visible. Là, James Balog, il a très très bien écrit ça. C'est pour quelqu'un qui a la sensibilité nécessaire pour admirer, ce qui est tout de même fréquent, la beauté, c'est le point essentiel. C'est peut-être ça notre solution alors, c'est de miser sur sensibiliser les gens, leur permettre de détecter la beauté et d'y être sensible. Oui, parce que effectivement, si on se fonde sur la fertilité du sol ou la richesse de la biodiversité, on veut bien nous croire sur parole, mais c'est pas perceptible immédiatement, tandis que la beauté, oui. Un truc qui me choque, c'est que en biologie, que ce soit la botanique ou la zoologie ou la biologie fondamentale, cellulaire, pas un mot sur la beauté. Pas un mot. En écologie, pas un mot sur la beauté. C'est très curieux. Les scientifiques, ils se sont mis dans la tête que la beauté, c'était pas quantifiable, c'est vrai. C'était subjectif, c'est vrai. Et donc, c'est pas digne de la science. Mais d'où sort ce dogme-là? Une fois qu'on a rejoint Time for the Planet en tant qu'associé pour lutter contre le dérèglement climatique, comment on rejoint ton projet pour l'aider à grandir? Alors j'ai publié il y a moins d'un mois un petit manifeste, j'aurais dû l'amener, un petit manifeste, quelques pages simplement. On mettra une photo alors. J'ai publié chez Actes Sud et qui donne l'adresse de notre site et l'adresse de l'association qu'on a fondée pour ceux qui veulent adhérer et qui veulent aider. Voilà. Ok, on mettra dans la description. Ah, ça serait bien, oui. Est-ce que les arbres, ils ont compris que l'union fait la force? Juste parce qu'on parlait encore tout à l'heure du fait que tu mises sur les arbres plus que sur les humains, comme une espèce qui survivra dans les prochains millions d'années. Est-ce que c'est grâce à l'union ou pas? Mais l'union, elle va de soi pour les arbres. Écoute, il y a très très peu d'arbres qui sont capables de vivre isolés. Un baobab peut le faire. Un baobab dans une savane africaine, bon, il n'y a pas d'autre baobab à moins de 10 km. Mais lui, ça lui convient. Mais c'est très très rare ça. Un pin, par exemple, comme celui qui est là, eh bien, il vit bien parce qu'il y a d'autres pins tout autour. Non, la cohabitation qui réserve de la puissance collective, ça, les arbres, ils vivent comme ça. C'est pour ça qu'ils sont mieux en forêt que le long d'une route. Ou sur un rond-point. Ou sur un rond-point. Mais ils s'entraident finalement pas mal. Je me rappelle d'un exemple que tu donnais sur les cyprès, qui dégazent, qui évacuent. Est-ce que tu peux nous expliquer pour éviter les incendies? Ah, ça c'est très étonnant. Ça, c'est pas vieux, hein. Ça date de moins de 10 ans et c'est une découverte de mes collègues espagnols, la région de Valencia. Ils ont une forêt qui est la même qu'ici, forêt méditerranéenne, donc c'est très sensible au feu et ça brûle, hélas, presque chaque année. Ils ont remarqué, ces collègues, que les cyprès ne brûlent pas. Ils ont mis sur Internet, ça vaut le coup d'aller voir, hein, des paysages totalement carbonisés, tout est noir, sauf les cyprès qui sont, voilà, parfaits. Incroyable. Oui, alors ça les a beaucoup étonnés, ce que je comprends très bien. Ils ont étudié le problème. Ça, c'est le cyprès. Et le feu, il arrive poussé par le vent. Donc la température du cyprès, elle augmente doucement.
à une température qui n'est pas énorme, 60 degrés. Tu peux mettre la main, là, c'est pas brûlant. Enfin. À 60 degrés, le cyprès, il dégaze. Il envoie dans l'atmosphère toutes les molécules qui pourraient brûler. Des hydrocarbures, des alcools, des terpènes, des toluènes, etc. Tout part dans l'atmosphère sous forme de molécules volatiles. Les arbres sont très très bons à ça. Envoyer c'est des parfums si tu veux, c'est comme des parfums. Bon, le feu finit par arriver, mais le cyprès, c'est comme un sac plein d'eau, il ne brûle pas. Alors l'intérêt, c'est que ces molécules, elles descendent le vent. Donc elles vont arriver sur des cyprès qui sont encore très loin du feu et dont la température n'a pas du tout augmenté. Eh bien, ils dégazent. Ils comprennent le message, ils dégazent. Ah, ils communiquent et ils s'entraident en plus, c'est beau. Ils communiquent et ils s'entraînent, mais ils passent leur temps à faire ça. Hein. Bah, vivement qu'on fasse ça, nous. Bon, moi, j'ai une question plus large, on arrive au bout, mais pourquoi on s'émerveille plus devant la nature, en fait? Pourquoi c'est rare de discuter avec des gens comme toi qui sont vraiment émerveillés? Écoute, c'est un point sur lequel je suis assez optimiste. Moi, je fais régulièrement des conférences sur les plantes. Eh bien, quand je le faisais il y a 30 ans, il venait 4 ou 5 personnes par politesse. Mais maintenant, la salle est pleine. On est obligé de ramener des chaises, il y a des gens debout au fond. Ça, c'est un vrai motif d'optimisme. Ça prouve que les gens s'intéressent aux plantes. Voilà, donc tout n'est pas perdu parce que la vraie solution, je ne sais pas laquelle elle sera, mais elle proviendra des gens eux-mêmes. Ça ne descendra pas d'un ministère parisien. Non, il ne faut pas compter... c'est la société civile qui trouve ces solutions et voilà, ensuite on les structure. Société civile. Ben, mon histoire de forêt primaire, c'est vraiment un mouvement citoyen. Voilà. Bon, ben c'est top, comme ça on est deux mouvements citoyens qui parlent ensemble. Allez, dernière question. Est-ce que tu penses qu'en s'inspirant de l'intelligence des arbres, on pourrait rebâtir des modèles de société plus efficaces, plus heureux, plus résilients et comment? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Oui, on a tous ça dans la tête en permanence d'une manière. Je crois qu'il faudrait renouer avec la nature. Il y a des bonnes formules pour le faire. Aux Pays-Bas, non, pardon, au Royaume-Uni, bon, en ce moment, il n'est pas admirable, mais ils ont un truc qui est bien, c'est que dans les petites écoles, quand les gamins tout petits, on leur apprend à distinguer les feuilles de 10 espèces d'arbres qu'ils ont autour d'eux. Ça ne leur pose aucun problème. Ils sont contents, les gamins, et ils le garderont toute leur vie. Donc une solution, c'est de remettre des choses d'écologie de base dans les programmes des toutes petites classes. On ne le fait pas. Moi, j'ai eu droit à ça quand j'étais dans les petites classes. On nous faisait germer des graines, on nous faisait dessiner des plantes, il y avait 1 ou 2 animaux qu'on pouvait manipuler, enfin bref. On a abandonné ça. L'éducation nationale ne fait pas son boulot. Parce que les réflexes écologiques qu'on acquiert quand on est tout gamin, d'abord c'est sans effort, et c'est définitif, on les garde toute sa vie. Donc là, il y a d'urgence à remettre ça dans les programmes scolaires. On a un livre d'or dans lequel tout le monde écrit un petit mot, mais toi, il faut que tu fasses un dessin, c'est obligé. Mais peut-être que tu veux, avant de faire ce dessin, nous dire une chose, je ne sais pas, s'il y a un truc qui te passe par la tête, qui te semble important, qu'on a oublié de dire. Oui, eh bien, je voudrais saluer certains de mes collègues de l'enseignement secondaire, parce que bien que l'écologie ne soit pas du tout au programme, il y en a qui se passionnent pour ça, eh bien, ils n'en ont rien à foutre du programme, ils l'apprennent à leurs élèves, eh bien ça, je trouve ça admirable. Moi, je n'ai jamais pu me tenir à un programme quel qu'il soit, parce que si on veut enseigner bien, il faut enseigner ce qu'on aime et ce qu'on a dans la tête qui passe bien, voilà. Donc, bravo. Donc l'éclosion de l'humanité va se passer principalement dans les écoles? Mais c'est évident. Super. Bon, merci Francis. Allez, on te fait... Tu peux écrire ce que tu veux hein, dans le livre d'or, tu n'es pas obligé de faire un dessin, mais franchement, si tu fais un dessin, moi je serais très content. Bah, je vais faire un dessin, oui, oui. Allez, trop bien.